Bonjour Loïc ou docteur Étienne. C'est Bonjour. un très grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es médecin urgentiste depuis 40 ans à l'hôpital de Paris et cela fait pratiquement autant d'années que tu innoves et que tu chamboules le secteur médical. Dès 1987, tu crées 3615 Écran Santé, un service Minitel destiné au grand public, avec lequel tu réalises le chiffre impressionnant de 450 000 téléconsultations. En 2001, tu crées la plateforme drclick.com et en 2008, tu développes le système d'intelligence artificielle Medvir, qui reste aujourd'hui le seul système au monde à pouvoir proposer plus de 750 diagnostics médicaux en temps réel à partir de symptômes envoyés par un patient. Donc, tu es considéré comme un pionnier de l'e-santé, ce qui ne t'empêche pas d'avoir une approche résolument humaniste pour que nous ne soyons pas, nous, patients, débordés par des bips dans tous les sens. Alors, pour rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet, la première question, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de 3615 Écran Santé et de sa genèse? Et puis, dans un deuxième temps, nous expliquer ce sur quoi tu travailles aujourd'hui. Alors, en fait, petite précision, maintenant que je suis médecin urgentiste, effectivement, mais j'étais aux urgences médicales de Paris et puis après à Oui. SOS Médecins. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Écran Santé, en fait, c'est le fruit d'une réunion un peu alcoolisée à la fin d'une garde entre quatre médecins où on s'est dit, tiens, on a vu tel problème. C'était en 1987, donc c'était il y a longtemps. Et on se disait, mais pourquoi les gens nous appellent pour ça ou pourquoi ils ne nous appellent pas alors qu'ils le devraient. Et on s'est Mhm. dit, ben voilà, le Minitel, c'est chez les gens, on pourrait leur donner des conseils médicaux. Et donc, on est parti de là en se disant, on va donner des conseils médicaux sur Minitel et on va faire une encyclopédie. Et puis, donc, on a travaillé, on a été sponsorisé par le GAN, donc Mhm. les assurances, et très vite, on a été débordé par un nombre de questions incroyables. Et ce nombre de questions incroyables nous a amené à nous rendre compte que finalement, la façon dont nous voyons nos propres patients, finalement, dans leur tête, ce n'était pas exactement ça qui se passait. Parce que les questions qu'ils nous posaient étaient déroutantes. Je te donne un exemple. La première Oui. question qui nous a été posée, 1er avril 1987, 1er avril en plus, c'était « Je n'ai plus mes règles, se pourrait-il que je sois enceinte ?» On reçoit ça dans la figure. Alors, on était tous les quatre autour de l'écran en disant « Mais comment on va répondre à ce truc? Comment on va faire ?» Et, et c'était très difficile parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la manière dont nous devions concevoir notre affaire, ce n'était pas du tout la façon dont nous avions été formés, nous, en tant que médecins. Et pendant toutes ces années, c'est-à-dire de 87 à 2000, où le Minitel a existé, et ben finalement, la vision que nous avions, enfin les questions qui nous étaient posées en téléconsultation par les patients, nous ont amené les uns et les autres à changer notre mode d'exercice. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai fini par comprendre au cours de ces années que la médecine d'urgence, eh ben, c'était une médecine lente. C'est une médecine dans laquelle il fallait s'arrêter, se poser sur une chaise et dire ben alors, expliquez-moi qu'est-ce qui vous arrive. Voilà. Oui. Et ça a radicalement changé ma façon de faire de la médecine réelle. Et cette médecine réelle a influé sur la médecine virtuelle. Et maintenant, donc, c'est grâce à ça qu'est né finalement, après cet intermède de Dr. Click, effectivement de 2000 à 2009, nous a amené à créer Medvir. Donc, j'en passe à la deuxième partie de ta question, Oui. qui est qu'est-ce que c'est Medvir? Finalement, c'est un système d'intelligence artificielle qui est parti du langage des patients, parce que pendant toutes ces années, notre travail, c'était de recueillir les mots, les expressions et tout ce qui se cache derrière. Tu vois, quelqu'un qui dit j'ai mal dans la poitrine, ça veut dire quelqu'un qui a ici et maintenant mal dans la poitrine. Quelqu'un qui dit j'ai une douleur thoracique, c'est quelqu'un qui utilise un mot un petit peu distancié qui veut dire qu'il a déjà vu un médecin qui lui a dit vous avez une douleur thoracique. Et s'il Mhm. dit j'ai une précordialgie, ben c'est quelqu'un qui en fait veut nous signifier qu'il a véritablement un problème de santé dans lequel des tas de médecins sont venus. Alors, sont venus pour l'explorer. Donc, on s'est rendu compte que tous ces mots et expressions, ça nous a permis de nourrir ce qu'on appelle une ontologie des symptômes. Les ontologies, c'est une chose très importante dans l'intelligence artificielle. C'est une sorte de vocabulaire qui va permettre à la machine de comprendre exactement de quoi on parle. Donc, on a fait des ontologies des diagnostics, donc des pathologies, et des ontologies des symptômes. Et grâce à ça, on a construit notre système d'intelligence artificielle qui, en deux mots, est un système symbolique. Hein, donc, c'est
je ne peux pas trop rentrer dans ce que c'est que l'IA, mais c'est un système expert métier qui donc a la capacité de poser des questions de façon en raisonnant comme le fait un médecin. Alors, on ne remplace pas le médecin, on est là simplement pour finalement apporter aux médecins et aux professionnels de santé un interrogatoire normé, précis, qui va permettre au médecin de jouer son rôle. Donc, on est simplement un intermédiaire. Et on permet de la même manière aux patients, grâce aux symptômes qu'il nous donne et grâce à tout ce qu'il nous donne comme information, de lui poser des questions qui vont lui permettre de comprendre sa situation et sa gravité, de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est grave, où aller, est-ce que c'est normal, puis qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Et tout notre travail, c'est un travail, j'allais dire, d'interface entre la pensée du patient, qu'on a écouté pendant des années, et la pensée du médecin, qui est notre propre cerveau, qu'on a fini par essayer d'écouter pendant également des années. Ce qui n'est pas si évident. D'accord. Alors justement, les nouvelles technologies et donc l'IA comme Medvir, mais je pense aussi à l'IoT, sont des technologies qui sont extrêmement intéressantes en ce qui concerne la médecine et les diagnostics médicaux notamment. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets des use cases que tu trouves justement particulièrement intéressants pour les patients? Alors, écoute, c'est assez. En ce moment, il y a un bouillonnement dans tous les sens. Il y a des IoT, il y a en fait peu d'IoT. Donc, l'Internet des objets, c'est-à-dire les capteurs, on a le pouls, la tension, la saturation, la température, l'électrocardiogramme, le peak flow, et puis quelques autres petits trucs. Enfin, on a très peu de choses. C'est ce qu'en médecine, nous appelons les constantes. Quand on va à l'hôpital et que l'infirmière te prend en charge, elle va te prendre les constantes. Et les IoT, ils récupèrent des constantes. Mais je te donne un exemple. Si tu as 12,8 de tension et que tu as 52 pour, on va te dire bravo, vous êtes très bien. Le problème, c'est que si tu as 87 ans et que tu as un pacemaker, il faut appeler le 15. Parce que ça veut dire que ton pacemaker, il est en panne. Donc, ça veut dire qu'une des constantes n'ont de valeur que si elles sont contextualisées. Et pour qu'elles soient contextualisées, il faut donc de l'interrogatoire, il faut de la donnée. Donc, les rapports entre les IoT, le monde des IoT qui fournissent des données objectives, ou tension, saturation, etc., et puis l'intelligence artificielle qui permet de contextualiser les choses, c'est l'alliance des deux qui permet de le faire. Actuellement, je vais te dire, il n'y a, en ce qui concerne l'IA, bon, c'est pas bien de le dire, mais enfin, je le dis quand même, à part nous, personne ne sait faire ça. Personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a commencé il y a 32 ans. Et donc, ça fait 32 ans qu'on réfléchit à cette problématique de l'interrogatoire. Et on a fait une mallette de télémédecine à une époque expérimentale qu'on avait fait en 2010, qui était très en avance et qui était autonome. Elle était capable de faire donc à la fois de l'interrogatoire et de récupérer les données des objets connectés. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, que ce soit des notions de surveillance des patients diabétiques, surveillance des hypertensions, surveillance des plaies, on le fait également dans le domaine de la psychiatrie, etc., etc. Mais à chaque fois, ce sont des silos. C'est-à-dire que la vision à chaque fois, c'est on regarde les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, etc. On les prend en silo et personne n'essaye d'avoir une vision globale. Parce que tu as le droit d'avoir une hypertension, un asthme et un cancer du poumon. Tu as le droit. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu es comme on dit, le cul entre deux chaises, le cul entre trois chaises, parce que justement, il n'y a pas les éléments, il n'y a pas de vision globale. Et nous, tout notre travail a été de faire en sorte qu'il y ait une prise en compte globale. Alors, les IoT, il y a beaucoup d'applications qui existent. Une, par exemple, qui est excellente, je trouve, oui. C'est le patch avec des petites aiguilles qui est pour les diabétiques, relié à une app qui permet de suivre un diabète en temps réel. Donc, il calcule la glycémie et il t'envoie des alertes. Ce qui est très, très utile parce que ça va permettre d'éviter les accidents hypoglycémiques, donc les gens qui sont sous insuline. Donc, c'est très, très bien. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir tout le temps un warning en permanence, on finit par se dire, bon, est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Bon, ça va. Ah non, je ne suis pas bien. Et à la limite, la machine sait avant nous qu'on ne va pas être bien. Et donc, on va rentrer dans une espèce de vision un petit peu anxiogène. Et c'est toute la problématique de comment la machine ou les machines vont s'insérer dans
notre vie quotidienne et surtout dans ce qui est, à mon avis, le plus important, la relation médecin-patient ou la relation soignant-soigné de façon globale. Oui. Et alors justement, de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'il y a des applications qui sont aussi très intéressantes pour les centres médicaux, les hôpitaux, les médecins? Je parle notamment des processus qui peuvent être optimisés, la prise en charge des patients qui peut être facilitée. Est-ce qu'il y a des applications concrètes de l'IA ou d'autres technologies à ce sujet? Ben, en fait, on est. Comment t'expliquer ça? On manque d'audace, on manque de vision, on manque. Quand je dis on, c'est pas nous. Enfin, je veux dire, c'est l'ensemble de l'écosystème qui manque d'audace et qui manque de vision et de prise de risque. Actuellement, que ce soit les médecins, enfin tous les professionnels de santé, ils ont tendance à être un petit peu en retrait par rapport à ça, d'une manière générale, hein, je ne dis pas tout le monde, mais un petit peu en retrait parce qu'ils ont peur que finalement toutes ces technologies, en particulier à base d'IA, finissent par les remplacer. Ce qui est stupide, vraiment, parce qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais remplacer un médecin. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un médecin, c'est d'abord et avant tout un être humain. Et ensuite, c'est un cerveau qui réfléchit, enfin un médecin ou un soignant, hein, je parle de façon très très large. C'est quelqu'un qui réfléchit et c'est quelqu'un qui est capable de donner du sens aux choses et aux faits. Une machine est incapable de donner du sens aux choses et aux faits parce qu'une machine, elle apprend à partir du moment où on lui tient la souris. Hein. Bon, mais sinon, l'auto-apprentissage, ça n'existe pas, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. Elle est incapable d'innover, c'est-à-dire de s'adapter, d'imaginer, et elle n'a aucune conscience d'elle-même. Or, nous, c'est ce que nous savons faire, nous, les êtres humains. Donc, ce n'est pas demain qu'on arrivera à remplacer le médecin. Ce qui veut donc dire qu'actuellement, dans les hôpitaux ou dans les différentes structures, on est un petit peu en retard parce qu'à cause de cette peur que les professionnels ont de se faire remplacer par la machine, ils ont tendance à la mettre un peu à l'écart et donc ils n'en utilisent pas toutes les possibilités, alors que nous avons des perspectives extraordinaires avec ces machines, extraordinaires. Et est-ce que justement ce côté un peu frileux envers les nouvelles technologies, c'est français, c'est européen? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins américains ou chinois, par exemple? Bah, quand on écoute Luc Julia, qui est l'inventeur de Siri, donc c'est pas n'importe qui, Oui. il dit que les Français, nous sommes les meilleurs au monde dans ce domaine. Et Mhm. nous avons, la French Tech a une quantité énorme d'inventeurs. Nous sommes véritablement à la pointe de l'invention dans des tas de domaines au niveau des pays, au niveau de tous les pays. La seule chose, c'est qu'on n'est pas des très bons commerçants, donc sur les modèles économiques, on n'est pas très fort. On a en plus un handicap monumental qui est que la santé est à peu près gratuite. Par conséquent, si vous avez une santé gratuite, eh ben, on ne voit pas pourquoi on irait payer. Donc, l'utilisateur considère que la santé, c'est gratuit. Il s'imagine que c'est gratuit, alors qu'en fait, la santé, elle a un coût. Elle a un coût. Et donc, si elle a un coût, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, le problème que nous avons, nous, c'est surtout au niveau commercial, marketing, modèle économique. Nous avons un autre handicap, c'est notre millefeuille administratif, et en particulier dans le domaine sanitaire, où finalement c'est un paquebot dans lequel personne ne prend de décision. Il y a le ministère de la Santé, la DGS, la DGOS, la DHOS, un empilement de trucs qui font que quand nous, je parle pour tous les gens qui fabriquent que ce soit de l'IA, des IoT, etc., on se trouve baladé d'un endroit à un autre et il nous est très difficile d'arriver à pénétrer cette espèce de muraille qu'est l'administration. Je donne un exemple tout simple. Oui. On est par rapport avec un hôpital. Le SIH, qu'on appelle le système d'information hospitalier, c'est Fort Knox. Personne ne rentre, personne ne sort, personne ne rentre. Alors quand on arrive avec une application extérieure, pour arriver à rentrer, c'est la croix et la bannière, ça prend des années, des années, des années, des années. Ça prend un temps fou et en plus, on a beaucoup de mal à arriver à faire bouger les choses parce que
il y a les hackings, il y a le hacking, bien entendu, il y a des risques. Mais le problème, c'est qu'à cause de cette peur, eh ben, on ne met pas en place des solutions qui seraient en place tout de suite, ici et maintenant. Si on avait mis, je donne un exemple très précis, si on avait mis un outil de dépistage des symptômes pendant la période du Covid, simplement en laissant à la population la possibilité de déclarer ses symptômes, et que grâce à une intelligence artificielle, comme Medvir, bon, je parle pour ma paroisse parce que c'est ce qu'on sait faire, qui les avait interrogés avec géolocalisation, on aurait su dès le 15 novembre, on aurait eu déjà les premiers, 2019, on aurait eu déjà les premiers symptômes, on aurait déjà pu avoir des clusters, on aurait pu déjà savoir qu'à Mulhouse, il y avait un problème, et tout le problème de Mulhouse, c'était le point de départ en France du Covid, ben, on aurait pu l'éviter parce qu'on l'aurait su en donnant la parole aux patients. Moi, il y a quelque chose que je dis qui est vraiment essentiel, que je pense véritablement fondamental. Le premier lanceur d'alerte, c'est le patient. Mais quand on dit ça à des médecins, eh ben, ou à des hôpitaux, ou au ministère, etc., ils disent oh, mais non, mais le patient, il ne peut pas être lanceur d'alerte parce que le patient, il ne comprend rien. Mais c'est stupide. Le patient, c'est toi, c'est moi. On n'est pas plus stupide que les autres. On est tout à fait capable de dire qu'on a mal au ventre, qu'on a vomi et qu'on a mal aux cheveux. Hein. Donc, en fait, le problème, il est là, c'est le manque de crédit que l'on apporte à la parole du patient. Ce n'est pas d'hier que ça dure, à la parole du patient et à ce qu'il est capable de dire. Il faut avoir confiance. Mais pour ça, il faut laisser la porte ouverte. Or, les portes, elles sont fermées parce qu'on a peur et tout le monde reste comme ça. Et donc, le Covid, si on ne met pas en place ce système dès maintenant, l'épidémie en novembre, on est à peu près certain qu'elle va redémarrer. On a 2 mois ou 3 mois pour remettre en place un système comme Medvir directement ouvert à la population et qu'on le fasse savoir. C'est un exemple. Donc laisser la porte ouverte aux patients et aux nouvelles technologies, dont Medvir. Alors, du coup, ton livre Les sorciers du futur, l'intelligence artificielle pourra-t-elle nous guérir, est sorti cette année aux éditions Marabout. Est-ce que tu pourrais te prêter au jeu du pitch pour nous, en 1 minute environ? Oh là là, ça c'est horrible. Bon, alors pourquoi les sorciers du futur? J'avais écrit un bouquin en 1992 qui s'appelait La mort du sorcier, dans lequel je disais que le médecin allait sans doute, le statut de médecin allait sans doute bouger et que nous allions changer véritablement de monde. Ben, le monde, c'est le monde actuel, c'est-à-dire que la relation médecin-patient, on se rend compte qu'elle est fragilisée, elle est malade, la relation médecin-patient, parce que les patients et les médecins communiquent de moins en moins bien. Et il y a une espèce de défiance qui se met en place. Et il y a un troisième élément qui vient au milieu qui s'appelle la machine. Donc on est dans une relation triangulaire qu'on appelle la médecine 3.0, le patient, le médecin et la machine. Le risque, alors il y a des avantages parce que la machine nous donne énormément de possibilités. On a parlé des IoT, l'intelligence artificielle, de la surveillance que l'on peut avoir, etc. Mais le problème, c'est que dans cette relation médecin-patient, l'intrusion de la machine est telle qu'elle risque à terme, dans un monde 4.0, c'est-à-dire dans lequel les machines seraient totalement les maîtres, eh bien, nous risquons de nous trouver dans une médecine totalement déshumanisée. Donc, il va falloir construire le monde prochain, et nous avons, je pense, 5 ans pour construire la médecine du futur. Et la médecine du futur, ce sera une médecine essentiellement humaine et essentiellement d'écoute, dans laquelle la machine doit rester à sa place sous contrôle de l'être humain. Si on ne le fait pas, eh bien on se trouvera, la prédiction de Stephen Hawking qui dit que l'intelligence artificielle allait détruire l'humanité, eh bien, il aurait eu raison. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai appelé ça les sorciers du futur. D'accord, très bien. Et justement, on se posait une question. Dans le cas où une intelligence artificielle ferait un diagnostic qui s'avère être faux, éthiquement et juridiquement, comment est-ce que ça pourrait se passer? Eh ben, une machine ne peut pas faire un diagnostic. C'est un médecin qui fait un diagnostic. Une machine, même une machine, donc dans ce qu'on appelle dans les systèmes connexionnistes, c'est-à-dire les systèmes de diagnostic radiologique, hein, qui est une toute petite partie de l'IA. On a tendance à croire que la téléradiologie, c'est toute l'intelligence artificielle en médecine, mais ce n'est pas le cas, c'est une toute petite partie. Eh ben,
c'est pas la machine qui va aller en prison si jamais elle s'est trompée. C'est le médecin qui lui aura fait confiance. Donc, la machine n'est qu'un intermédiaire et quand la machine donne un avis, c'est à l'être humain à prendre ses responsabilités et de dire je crois à la machine ou je ne crois pas à la machine. Et donc, c'est lui qui est en bout de chaîne. Ce qui veut donc dire que tant le patient qui consulte un système comme Medvir ou le médecin qui lit le compte-rendu qui est fait par le compte-rendu d'une IRM ou d'un scanner qui est fait par une machine, eh ben, l'un et l'autre doivent prendre leur responsabilité et donc, forcément, leur responsabilité. Par conséquent, il n'y a pas de problème, j'allais dire, juridique dans la mesure où l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence humaine, mais ça permet à un être humain d'avoir une intelligence humaine augmentée. C'est ça l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine augmentée, mais pas plus. On ne fait que de l'intelligence artificielle faible. On est loin du fantasme de HAL 9000 dans 2001, Odyssée de l'espace. On n'y arrivera jamais. C'est un plafond de verre infranchissable, je pense. Dernière question. D'un point de vue patient, donc on a parlé d'IoT, il va y en avoir de plus en plus dans les prochaines années. Ça va même, selon les projections, doubler d'ici 2030. Comment est-ce que le patient pourra avoir la main mise sur ces données? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des réflexions juridiques et encore d'un point de vue éthique sur ce sujet? Alors, l'éthique, c'est le point fondamental, central de la guerre contre la médecine 4.0. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir, les technologies avancent très 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 vite, et nous avons toujours du retard du point de vue éthique par rapport aux avancées. La science va beaucoup plus vite que notre regard, que notre capacité à émettre une opinion sur ces avancées. Par conséquent, le combat éthique, il doit être quotidien, il doit être fait dès le début, dès la conception. C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, c'est un besoin? Est-ce que oui ou non, c'est utile pour le genre humain? Est-ce que oui ou non, ça nous laisse dans le cadre de la condition humaine? C'est-à-dire que le transhumanisme, moi je le dis, c'est une aberration. Le transhumanisme est une stupidité profonde parce que ça nous ferait sortir de notre humanité. La mort de la mort est une connerie monumentale. Monumentale. La mort fait partie de la vie. Donc, de ce fait, toute notre réflexion éthique que nous devons avoir, elle doit se faire. C'est un combat perpétuel, quotidien, mais qui doit être mené en co-construction avec tous les acteurs. Les soignants, les soignés, les philosophes, les religieux, les politiques, les assureurs, ceux qui payent, tout le monde. Il doit y avoir une co-construction. Parce que si nous ne faisons pas ça, et si nous laissons à des geeks ou à des informaticiens ou à des marketeurs ou à des gens qui savent très bien vendre des applications ou des choses qui ne servent que pour eux pour se faire du fric, hein. Oui. Si on ne fait pas ça, on va se trouver dans un monde où la puissance des machines sera telle que nous rentrerons dans un monde 4.0. Regardez ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale. Regardez ce qui se passe sur la possibilité que l'on a de récupérer des données, de les mouliner en big data avec des machines. Si vous avez en plus un pouvoir financier ou politique, totalitaire ou autre, qui arrive et qui dit « Ah mon vieux, tu as fumé toute ta vie, ok, on t'avait prévenu parce que tu es venu, on t'a prévenu tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tu n'as pas arrêté de fumer, tu as un cancer du poumon, et ben tu te débrouilles, tu ne seras pas pris en charge. » Est-ce que c'est le monde que nous voulons? Mais moi, je pense que ce n'est pas le monde que l'on veut. Pour construire ce monde, il faut donc une co-construction globale, que tout le monde s'y mette, tout le monde autour de la table, et qu'on commence par réfléchir à quelque chose dont je parle depuis quelque temps, qui s'appelle Ethic by the Top, c'est-à-dire non pas éthique by design, éthique par les usages ou par les applications, mais d'avoir véritablement le courage de se poser la question, quelle est la condition humaine? Qu'est-ce que c'est que la mort? Comment tout ça, ça s'organise? Qu'est-ce que c'est que la relation médecin-patient? Comment devons-nous organiser les choses? Et en ce qui concerne la médecine, pardon, la partie, je pense, la plus fondamentale,
c'est la relation médecin-patient, c'est le sanctuaire à préserver. Et bon, par rapport à mon bouquin tout à l'heure où tu me demandais ce que c'était, bon, c'est que nous avons 5 ans pour faire en sorte que la médecine du futur, ce soit d'abord et avant tout une médecine de l'écoute avec, enfin de l'écoute et de l'empathie, de l'écoute et de l'empathie, et aidée en cela par les machines. Mais il faudra mettre la machine à sa place et nous rester à la nôtre. Dans les 5 premières années. Le chrono est lancé. Merci beaucoup Loïc Etienne pour avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci beaucoup.